Je m'éveillai pour tout de bon. Paul était près de mon lit et tirait doucement mes cheveux. Je les ai entendus, dit-il. Ils sont passés devant la porte. Ils ont écouté. J'ai vu la lumière par le trou de la serrure. Après, ils sont descendus sur la pointe des pieds. Un robinet coulait dans la cuisine. J'embrassai Paul et je m'habillai en silence. La lune s'était couchée. Il faisait nuit noire. À tâtons, je trouvai mes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Dit Paul. Je vais avec eux. Ils ne te veulent pas. Je vais les suivre de loin, à l'indienne, pendant toute la matinée. À midi, ils ont dit qu'ils mangeraient près d'un puits. Alors, à ce moment, je me ferai voir et, s'ils veulent me renvoyer, je dirai que je vais me perdre, et alors ils n'oseront pas. Peut-être tu vas recevoir une bonne gifle. Tant pis, j'en ai reçu d'autres, et des fois pour rien du tout. Si tu te caches dans les broussailles, peut-être l'oncle Jules te prend pour un sanglier, et il te tue. Ce serait bien fait pour lui, seulement, toi, tu seras mort. Ne t'inquiète pas pour moi. Grâce à un emprunt discret à Fenimore Cooper, j'ajoutai: la balle qui me tuera n'est pas encore fondue. Et maman, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce qu'elle est en bas avec eux? Je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu. Je lui laisserai un petit billet sur la table de la cuisine. Avec de grandes précautions, j'ouvris la fenêtre sans toucher au volet extérieur. Je grimpai sur la barre d'appui et je collai mon œil au trou de la lune. Le jour pointait, le sommet du Taoumé, au-dessus des plateaux encore sombres, était bleu et rose. En tout cas, je voyais nettement le chemin des collines. Il ne pourrait pas m'échapper. J'attendis, le robinet ne coulait plus. Et si tu rencontres un ours, chuchota Paul. On n'en a jamais vu dans le pays. Peut-être qu'il se cache. Fais bien attention. Prends le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine. C'est une bonne idée, je le prendrai. Dans le silence, nous entendîmes des pas sur des souliers ferrés, puis la porte s'ouvrit et se referma. Je courus aussitôt à la fenêtre et j'entrebâillai très légèrement les volets. Les pas faisaient le tour de la maison. Les deux traîtres parurent et commencèrent à monter vers la lisière d'Épinède. Papa avait mis sa casquette et ses jambières de cuir. L'oncle Jules, son béret et ses bottes lacées. Ils étaient beaux malgré leur mauvaise conscience, et ils marchaient d'un bon pas comme s'ils me fuyaient. J'embrassai Paul, qui se recoucha aussitôt, et je descendis au rez-de-chaussée. Rapidement, je rallumai la bougie, je déchirai une page de mon cahier. Ma chère petite maman, ils ont fini par m'emmener avec eux. Ne te fais pas de mauvais sang, garde-moi de la crème fouettée, je te fais 1000 bises. Je mis ce papier bien en évidence sur la table de la cuisine, puis je glissai dans ma musette un morceau de pain, 2 barres de chocolat, une orange. Enfin, serrant le manche du couteau pointu, je m'élançai sur la piste des fusilleurs. Je ne les voyais plus et je n'entendais rien, mais pour un comanche, les retrouver ne serait qu'un jeu. Je montai la pente en courant aussi légèrement que je pus jusqu'à l'orée de la Pinède. Je m'arrêtai, j'écoutai. Il me sembla percevoir plus haut un bruit de pas dans les pierres. Je repris ma course en rasant les fourrés. J'arrivai à la fin de la première Pinède, au bord d'un plateau. On y avait jadis cultivé des vignes, des sumacs, des romarins, des cadres les avaient remplacés
glacée, mais cette végétation n'était pas très haute, et je vis au loin la casquette et le béret. Ils avaient encore le fusil à l'épaule et marchaient toujours d'un bon pas. Près d'un grand pin, ils s'arrêtèrent. Le béret descendit sur le flanc du coteau vers la gauche, tandis que la casquette continua tout droit. Mais elle montait et plongeait tour à tour, comme une casquette qui marche pas à pas sur la pointe des pieds. Je compris que la chasse était commencée. Mon cœur battit plus vite. Je retins mon souffle et j'attendis. Une détonation puissante éclata soudain et se répercuta longuement en sautant d'un écho à l'autre contre les apics du vallon. Je courus au pin le plus proche et j'y grimpai, épouvanté. Je m'assis à califourchon sur une grosse branche, craignant l'apparition subite d'un sanglier blessé, celui-là même qui avait dévidé sur 10 mètres les entrailles du braconnier manchot. Comme rien ne paraissait, je craignis alors qu'il ne fût en train d'éventrer mon père, et je priai Dieu, s'il existait, de le diriger plutôt sur mon oncle, qui croyait au paradis et mourrait par conséquent plus volontiers. Mais le béret apparut sur ma gauche, au-dessus d'un gade. Il tenait en l'air, à bout de bras, un oiseau noir de la taille d'un petit pigeon, et il criait « C'est un beau merle !» La casquette, émergeant d'une forêt de genêts, vint rapidement vers lui. Ils semblèrent se concerter, puis se séparèrent de nouveau. Je me laissai glisser jusqu'au sol, et je tins conseil avec moi-même. Fallait-il descendre derrière eux, au fond du vallon? La hauteur des broussailles m'empêcherait de voir la chasse, et d'autre part, comme l'avait dit mon père, je m'exposais à recevoir par erreur un coup de fusil. Tandis que si je continuais à suivre la crête, juste au bord de la barre, mais derrière les térébintes, je pourrais tout voir sans être vu. De plus, au cas où il blesserait un sanglier, je serais hors de ses atteintes, et je pourrais même achever le monstre en faisant tomber sur lui des blocs de rocher. Je filai donc à travers les kermesses qui griffaient mes mollets, les cades et les genévriers. Je fis d'abord un assez grand détour sur le plateau, puis je me glissai sous le fourré et je parvins au bord de la pique. Ils étaient au fond d'un large vallon de roches bleues, au milieu le lit à sec d'un ruisseau des pluies. Peu d'arbres, mais des fourrés d'argiras qui leur arrivaient à la ceinture. De mon côté, mon père marchait à mi-pente. Il tenait son fusil pointé devant lui, la crosse sous le coude, la main droite sur la gâchette, la main gauche sous le pontet. Il avançait à pas prudents, le dos voûté, enjambant les broussailles. Il était beau à voir, beau et menaçant, et je fus assez fier de lui. Sur la pente d'en face, l'oncle suivait un chemin parallèle. De temps à autre, il s'arrêtait, ramassait une pierre, la lançait au fond du vallon et attendait quelques secondes. Je les voyais bien mieux que si j'avais été avec eux. À la troisième pierre, un gros oiseau sortit du fourré et fila comme une flèche vers l'arrière de la chasse. Avec une rapidité merveilleuse, l'oncle épaula, visa, tira. L'oiseau tomba comme une pierre, suivi par quelques plumes qui descendirent lentement dans le soleil. Mon père, au pas de course, et sautant par-dessus les épines, alla ramasser le gibier et le montra de loin à l'oncle qui cria
scalper. Un Buffalo Bill à tous les droits, et je bombais puissamment ma poitrine à la pensée que j'étais son neveu. Ils continuèrent leur marche, mais comme ils avaient dépassé mon observatoire, je me retirai avec précaution, et sur l'immense plateau de garrigue, je décrivis un nouvel arc de cercle afin de les dépasser à mon tour. Le soleil étincelait à 2 mètres au-dessus de l'horizon, et je courais dans l'odeur des lavandes matinales que j'écrasais au passage. Quand il me sembla que j'étais plus loin qu'eux, je rabattis ma course vers la barre. Mais tout à coup, je vis courir devant moi une sorte de poulet doré qui avait des taches rouges à la naissance de la queue. L'émotion me paralysa. Un perdreau, c'était un perdreau. Il filait aussi vite qu'un rat et disparut dans un cadre énorme. Aveuglément, je m'élançai à travers ces rameaux sans épines, mais les plumes rouges couraient déjà de l'autre côté, car le poulet n'était pas seul. J'en vis 2 autres, puis 4, puis une dizaine. J'obliquai alors vers ma droite pour les forcer à fuir vers la barre, et cette manœuvre réussit. Mais ils ne prirent pas leur vol, comme si ma présence désarmée n'exigeait pas les grands moyens. Alors, je ramassai des pierres et je les lançai devant moi. Un bruit énorme, pareil à celui d'une benne de tôle qui vide un chargement de pierres, me terrorisa. Pendant une seconde, j'attendis l'apparition d'un monstre, puis je compris que c'était l'essor de la compagnie qui fila vers la barre et plongea dans le vallon. Comme j'arrivais au bord de la pique, 2 détonations presque simultanées retentirent. Je vis mon père qui venait de tirer et qui suivait du regard le vol plané des belles perdrix, mais toutes glissaient dans l'air du matin sans le moindre frémissement. C'est alors que, d'une grande touffe de genêts, surgit le béret qui était surmonté d'un fusil. Il tira posément, la première perdrix bascula sur la gauche et tomba décrochée du ciel. Les autres firent un crochet vers la droite, le fusil décrivit un quart de cercle et le second coup retentit. Une autre perdrix parut exploser et s'abattit presque à la verticale. À voix basse, je criai de joie. Les 2 chasseurs, après quelques recherches, ramassèrent les victimes qui étaient à 50 mètres l'une de l'autre et les brandirent à bout de bras. Mon père criait « Bravo !» mais pendant qu'il mettait la perdrix dans son garnier, je le vis faire un petit saut sur place et retirer fébrilement les douilles vides de son fusil. Un beau lièvre, qui venait de lui passer entre les jambes, n'attendit pas la fin de l'opération et s'enfonça dans la broussaille, la queue en l'air et les oreilles droites. L'oncle Jules levait les bras au ciel. « Malheureux ! Il fallait recharger tout de suite. Dès qu'on a tiré, on recharge. » Mon père, navré, ouvrit les bras de crucifié et rechargea tristement. Pendant toute l'affaire, j'étais debout au bord de la barre, mais les chasseurs, hypnotisés par les perdrix, ne m'avaient pas vu. Je compris soudain mon imprudence, et quelques pas en arrière me cachèrent de nouveau. J'étais consterné par notre échec, qui prit pour moi les proportions d'une catastrophe. Il avait manqué 2 fois le coup du roi, et ce lièvre, pour se moquer de lui, l'avait forcé à battre un petit entrechat avant de lui montrer son derrière. C'était d'un comique navrant. Je lui cherchai aussitôt des excuses.
son fusil, et l'oncle Jules avait bien dit que c'était le plus important. Enfin, c'était sa première sortie, et sa première émotion de chasse, et c'est pourquoi il n'avait pas pensé à recharger. Mais en fin de compte, je fus bien forcé de reconnaître que cet épisode justifiait toutes mes craintes. Je résolus de ne jamais en parler à personne, et surtout pas à lui. Qu'allait-il se passer maintenant? Allait-il réussir un coup honorable? Lui, mon père, maître d'école, examinateur au certificat, qui tirait si bien aux boules et qui jouait souvent aux dames contre l'illustre Raphaël devant un cercle de connaisseurs, allait-il rentrer bredouille, tandis que l'oncle Jules serait tapissé de perdrix et de lièvres comme la devanture d'un magasin? Non, non, cela ne serait pas. Je le suivrai toute la journée, et je lui enverrai tant de volatiles, et de lapins, et de lièvres, qu'il finirait bien par en tuer un. J'avais fait ces réflexions adossées à un pain où les petites cigales noires des collines, dans le parfum de la résine chaude, sciaient des morceaux bien secs, et je mâchais nerveusement une brindille de romarin. Je repris ma route, pensif, les mains dans les poches, la tête basse. Un coup de fusil, assourdi par la distance, me tira de mes réflexions. Je courus vers le bord de la barre. Les chasseurs étaient déjà loin. Ils arrivaient au bout du vallon qui débouchait sur une grande plaine rocheuse. Je courus pour les rattraper, mais je les vis tourner sur la droite et disparaître dans une pinède, derrière la base du Taoumé qui se dressait maintenant devant moi. Je décidai de descendre au fond du vallon et de suivre leurs traces, mais la barre avait bien 100 mètres à pic et je ne voyais aucune cheminée. Je pensais alors à revenir sur mes pas pour retrouver le chemin qu'ils avaient pris quand je les avais quittés, mais nous avions marché plus d'1 heure. Je calculais qu'il me faudrait au moins 20 minutes pour revenir au pas de course jusqu'à mon point de départ. J'aurais ensuite à remonter tout le vallon où il me serait difficile de courir à cause des genêts épineux qui s'élevaient plus haut que ma tête, soit une bonne demi-heure. Et pendant tout ce temps, où serait-il allé? Je m'assis sur une pierre pour réfléchir à la situation. Fallait-il donc, tout bêtement, rentrer à la maison? J'y perdrais sans aucun doute la considération de Paul, et ma mère me consolerait avec une tendresse humiliante. Il me resterait cependant la gloire d'une tentative courageuse et d'un retour périlleux qu'un récit pourrait embellir. Mais avais-je le droit d'abandonner Joseph, seul avec son fusil ridicule, derrière ses lunettes de myope, pour lutter contre le roi des chasseurs? Non, cette trahison serait pire que la sienne. Le problème était donc de les rejoindre. N'allais-je pas me perdre dans ces solitudes? Mais je repoussai en ricanant cette crainte enfantine. Il n'y avait qu'à garder le sang-froid de la détermination d'un vrai Comanche. Puisqu'ils avaient contourné le pic par la base, en allant de gauche à droite, je les rencontrerais forcément si je marchais tout droit devant moi. J'examinai la masse du Taoumé. Elle était considérable, et la distance à parcourir serait sans doute assez longue. Je décidai de ménager mes forces en adoptant le trot léger des Indiens, les coudes au corps, les mains croisées sur la poitrine, les épaules en arrière, la tête baissée, courir sur la pointe des pieds, un arrêt tous les 100 mètres pour écouter les bruits de la forêt et faire 3 inspirations calmes et profondes. Avec une détermination tout à fait indienne, je pris le départ.
insensible. Le sol n'était qu'une immense dalle de calcaire bleuté, sillonnée de fentes toutes brodées de thym, de rues et d'aspics. De temps à autre, sortant de la pierre nue, un cadre gothique ou un pin dont le tronc, épais et noueux, contrastait avec la petite taille de l'arbre, qui n'était guère plus grand que moi. On voyait que cet affamé soutenait depuis des années une lutte farouche contre la pierre dure et qu'une seule goutte de sève devait lui coûter des jours de patience. À ma gauche, le sommet du Taoumé, à force d'avoir trempé dans le ciel, était d'un bleu pâle, un bleu de lessive, et je trottais vers son épaule gauche, à travers un air vaporeux que la chaleur faisait danser. Tous les 100 mètres, selon le rite indien, je m'arrêtais et je gonflais ma poitrine 3 fois. Au bout de 20 minutes, j'arrivai sous le pic et le paysage changea. Le plateau rocheux était coupé par l'amorce d'un ravin sauvage. Entre les blocs éboulés, de grands pins et de hautes broussailles. J'en atteignis facilement le fond, mais il me fut impossible de franchir la barre opposée. La distance m'avait trompé sur sa hauteur. Je suivis donc le pied de la falaise, sûr que j'étais d'y trouver une cheminée. Le trot du chef indien fut alors ralenti par les rideaux de clématite et les enchevêtrements de térébinthe. Les petites feuilles du chêne kermès qui portent sur leurs bords 4 piquants symétriques se glissaient dans mes espadrilles, dont le côté bâille un peu quand on marche sur la pointe des pieds. Je m'arrêtais de temps à autre pour me déchausser et je les vidais en battant le rocher. À chaque instant, des oiseaux s'envolaient sous mes pas ou sur ma tête. Autour de moi, je ne pouvais voir à plus de 10 mètres. Les arbres, les fourrés et les 2 parois de la gorge me cachaient le reste de l'univers. Je commençais à être vaguement inquiet. C'est pourquoi je pris dans ma musette le redoutable couteau pointu dont je serrais fortement le manche dans mon poing. L'air était calme et les puissantes odeurs de la colline, comme une invisible fumée, emplissaient le fond du ravin. Le thym, l'aspic, le romarin verdissaient l'odeur dorée de la résine, dont les longues larmes immobiles brillaient dans l'ombre claire sur les écorces noires. Je marchais sans le moindre bruit dans le silence de la solitude, quand des sons effrayants éclatèrent à quelques pas de moi. C'était une cacophonie de trompettes éperdues, de sanglots déchirants, de cris désespérés. Ces sons mystérieux étaient d'une intensité de cauchemar, et les échos successifs de la gorge les amplifiaient en les multipliant. Je demeurai figé sur place, tout tremblant, glacé de peur. Le tintamarre s'arrêta soudain dans un silence immobile qui me parut plus terrible encore. À ce moment, derrière moi, en haut de la barre, la course d'un lapin fit rouler une pierre. Elle tomba sur un clapier de cailloux bleus qui formait un éventail sur la pente raide d'une sorte de balcon. Le clapier se mit en marche dans un bruit de grêle et de désastre, et coula jusqu'à mes talons submergés. Alors le malheureux chef Comanche bondit comme une bête surprise et se trouva tout à coup accroché au milieu d'un pin dont je serrais le tronc contre mon cœur comme si c'eût été ma mère. Je respirais profondément, j'écoutais le silence. J'aurais aimé entendre une cigale, il n'y en avait pas. Autour de moi, les ramures étaient impénétrables. Je voyais en bas, sur les ramilles sèches,
descendre sans faire de bruit lorsque la menaçante cacophonie éclata de nouveau, plus violente que la première fois. Pris d'une peur panique, je montai presque au sommet du pin sans pouvoir contenir de faibles gémissements. Et tout à coup je vis, sur les plus hautes branches d'un chêne mort, une dizaine d'oiseaux étincelants. Leurs ailes étaient d'un bleu très vif, coupées par deux raies blanches. Le col et le croupion, d'un beige clair, précédaient une queue noire et bleue, et le bec était jaune canari. Sans motif aucun, et comme pour le plaisir, la tête rejetée en arrière, il hurlait, criait, gémissait, miaulait avec une puissance démoniaque. La colère fit place à la peur. Je me laissai glisser jusqu'au pied du pin, je ramassai mon couteau, puis une excellente pierre plate, et je courus vers l'arbre de ces aliénés. Mais au bruit de ma course, toute la bande prit son vol et transporta dans un pin, en haut de la barre, son ridicule charivari. Je m'assis sur le gravier brûlant, sous prétexte de vider une fois de plus mes espadrilles, mais en réalité pour me remettre de ces émotions, et je croquai une barre de chocolat. J'écoutai longuement la colline, je n'entendis qu'un silence de mort. Quoi? Pas un seul chasseur le jour de l'ouverture. Je devais apprendre plus tard que les gens du pays ne sortaient jamais ce jour-là. Comme ils eussent rougi de prendre un permis pour chasser sur des terres qui leur étaient patries, ils craignaient le zèle des gendarmes d'Aubagne, que l'ouverture excitait particulièrement. Je regardai derrière moi pour mesurer le chemin parcouru, et je vis là-haut, dans le ciel, une montagne inconnue, dont le sommet rocheux s'allongeait sur au moins 500 mètres. C'était le Dahomey, mais comme je n'avais jamais vu que sa face, je ne le reconnus pas. Ainsi, le premier astronome qui verra l'autre côté de la Lune cataloguera un astre nouveau. Je fus d'abord perplexe, puis inquiet. Je regardai encore, et de tous côtés, je ne vis aucun repère. Je décidai alors de retourner à la maison, ou plutôt vers la maison, car pour sauver la face, je ne me montrerai pas. J'attendrai à la lisière d'Épinède le retour des chasseurs, et je rentrerai avec eux. Je revins donc sur mes pas, ce qui me paraissait facile. J'avais compté sans la malice des choses. Les chemins qu'on laisse derrière soi en profitent pour changer de visage. Le sentier qui partait vers la droite a changé d'idée. Au retour, il s'en va vers la gauche. Il descendait par une pente douce. Le voilà qui monte comme un remblai, et les arbres jouent aux quatre coins. Cependant, comme j'étais au fond d'une gorge, le doute n'était pas permis. Il suffisait de faire demi-tour et de remonter le ravin, sans tenir compte de cette sorcellerie. Mon couteau à la main, je revins sur mes pas. En bon comanche, je cherchais mes traces, une empreinte, une pierre déplacée, une branche brisée. Je ne vis rien, et je pensais à la merveilleuse intelligence du petit poussé, génial inventeur de la piste préfabriquée. Il était bien trop tard pour l'imiter. J'arrivai soudain à une sorte de carrefour. Le Val se divisait en trois gorges qui remontaient en pied de poule jusqu'au flanc mystérieux du sommet. Je n'avais pas vu, à la descente, les deux autres. Comment cela s'était-il fait? Je réfléchis tout en regardant tour à tour chacune des trois branches. Je compris tout à coup. Les broussailles étaient plus hautes que moi. À la descente, regardant tout droit devant moi, je n'avais vu que le ravin que je
dû raisonner et comprendre que j'étais descendu dans le premier ravin à ma gauche, puisque, sur le plateau, je n'avais traversé aucun des deux autres. Mais le malheureux chef Comanche acheva de perdre le nord. Il tomba assis par terre et se mit à pleurer. Cependant, je compris bien vite l'inutilité honteuse de ce désespoir. Il fallait faire quelque chose, il fallait agir rapidement comme un homme. Et alors, reprendre des forces, car, malgré l'incroyable dureté de mes mollets, je ressentais une très inquiétante fatigue. À l'entrée de l'un des ravins se dressait une yeuse à 7 ou 8 troncs, disposés en cercle, et ses ramures d'un vert sombre surgissaient d'un îlot de broussailles où les déchirants agrégats se mêlaient aux chênes kermès. Cette masse de verdure épineuse paraissait impénétrable, mais je baptisai mon couteau machette et j'entrepris de me frayer un passage. Après un bon quart d'heure d'effort et 1000 piqûres fiévreuses, je franchis enfin le cercle défensif. Je découvris, au milieu des troncs, un grand rond de bauco. Je m'y installai avec un sentiment réconfortant de sécurité. J'étais invisible et d'autre part, je notai qu'un des troncs permettait une escalade facile, avantage inappréciable en cas de sanglier blessé. Je m'étendis sur le dos dans l'herbe douce, les mains croisées sous ma nuque. Au centre de Lieuse, il y avait un grand rond de ciel. Au beau milieu, un oiseau de proie, presque immobile, surveillait le paysage. Je pensais que ce vautour ou ce condor voyait en ce moment même mon père et mon oncle en train de faire griller leurs côtelettes sur de la braise de romarin, car le soleil était au zénith. Après un repos de quelques minutes, j'ouvris ma musette et je mangeai, de grand appétit, mon pain et mon chocolat. Mais je n'avais rien apporté pour boire et ma gorge était bien sèche. J'eus bonne envie de dévorer l'orange, mais un Comanche sait prévoir le mauvais sort et je la remis dans mon sac, car j'avais à ma disposition une autre ressource. Je savais, par Gustave Aimard, qu'il suffisait de sucer un caillou pour ressentir une impression de fraîcheur délicieuse. La nature prévoyante, dans cette contrée privée de sources, n'avait pas épargné les cailloux. J'en choisis un tout rond, bien lisse et gros comme un pois chiche, et je le plaçai, selon la technique, sous ma langue. Le ravin de droite montait vers le ciel. Je vis qu'à 200 mètres devant moi, il s'arrêtait devant un éboulis en pente douce qui me permettrait de monter sans doute sur un plateau. Je pourrais enfin voir l'ensemble du paysage, peut-être le village, peut-être ma maison. Je repris aussitôt confiance et je me mis en marche d'un pas léger. Ce ravin était, comme l'autre, hérissé de broussailles, mais le cade et le romarin y dominaient. Ces plantes paraissaient beaucoup plus vieilles que celles que j'avais vues jusqu'ici. Je pus admirer un cade si large et si haut qu'il avait l'air d'une petite chapelle gothique et des romarins bien plus grands que moi. Peu de vie dans ce désert, une cigale des pins qui chantait assez mollement et 3 ou 4 petites mouches d'un bleu azur qui me suivirent infatigables en bourdonnant comme de grandes personnes. Soudain, une ombre passa sur le taillis. Je levai la tête et je vis le condor. Il était descendu du zénith et il planait majestueusement. L'envergure de ses ailes me parut 2 fois plus grande
que celle de mes bras. Il s'éloigna sur ma gauche. Je pensais qu'il était venu par curiosité pure pour jeter un coup d'œil sur l'intrus qui osait pénétrer dans son royaume. Mais je le vis prendre un large virage en passant derrière moi et revenir sur ma droite. Je constatai alors avec terreur qu'il décrivait un cercle dont j'étais le centre et que ce cercle descendait peu à peu vers moi. Alors je pensai au vautour affamé qui suivit un jour à travers la savane le chercheur de pistes blessé et sur le point de mourir de soif. Ces féroces créatures suivent pendant des jours entiers le voyageur à bout de force et savent attendre patiemment sa dernière chute pour arracher des lambeaux sanglants de sa chair encore palpitante. Je saisis alors mon couteau que j'avais eu l'imprudence de remettre dans ma musette et je l'aiguisai ostensiblement sur une pierre. Il me sembla que le cercle de la mort cessait de descendre, puis, pour montrer à la bête féroce que je n'étais pas à bout de force, j'exécutai une danse sauvage, terminée par de grands éclats de rire sarcastiques, si bien répercutés par les échos du ravin qu'ils m'effrayèrent moi-même. Mais cet arracheur de lambeaux sanglants n'en parut pas intimidé et reprit sa descente fatale. Je cherchai des yeux, ces yeux qu'il devait crever de son bec recourbé, un refuge. Oh bonheur! À 20 mètres sur ma droite, une ogive s'ouvrait dans la paroi rocheuse. Je dressai mon couteau la pointe en l'air et, criant des menaces d'une voix étranglée, je me dirigeai vers l'abri de la dernière chance. Je marchai tout droit devant moi, à travers les cades et les romarins, les mollets déchirés par les petits kermesses, dans le gravier des garrigues qui roulaient sous mes pieds. L'abri n'était plus qu'à 10 pas. Hélas, trop tard. Le meurtrier venait de s'immobiliser à 20 ou 30 mètres au-dessus de ma tête. Je voyais frémir ses ailes immenses. Son cou était tendu vers moi. Soudain, il plongea à la vitesse d'une pierre qui tombe. Fou de peur et mes yeux cachés derrière mon bras, je me lançai à plat ventre sous un gros cadre, avec un hurlement de désespoir. Au même instant retentit un bruit terrible, le bruit roulant d'un tombereau qui se dégage. Une compagnie de perdrix s'envolait, épouvantée, à 10 mètres devant moi, et je vis remonter l'oiseau de proie d'un vol ample et puissant. Il emportait dans ses serres une perdrix tressaillante qui laissait couler dans le ciel une traînée de plumes désespérées. Je contins à grand-peine quelques sanglots nerveux que le cœur loyal eût blâmés, et quoique le danger fût passé, j'allais me réfugier dans l'abri pour essayer d'y retrouver mon sang-froid. C'était une crevasse en forme de tente, à peine plus haute que moi et large d'environ 2 pas. Je donnai quelques coups de pied dans la bauco qui tapissait le sol, puis, assis contre la paroi, j'examinai la situation. Je compris d'abord que le vautour n'avait jamais eu l'intention de m'attaquer, mais qu'il suivait les perdrix. Ces malheureux volatiles avaient fui longuement devant moi, sans oser prendre leur essor, à cause du meurtrier volant qui les attendait à la sortie. Cette théorie me rassura sur la suite des événements. Le vautour ne reviendrait plus. Je me félicitai ensuite d'avoir choisi pour calmer ma soif un caillou bien lisse et bien rond, car je constatai que, dans mon désarroi, je l'avais avalé. La peau de ma joue droite me tirait, j'y portai la main
savais par expérience que si l'on ne déposait pas d'huile ou de beurre, il n'y avait rien à faire qu'à supporter ces tiraillements et cette sensation d'avoir une joue en carton. Mais quand on a choisi l'état de Comanche, d'aussi petites misères ne devraient même pas être mentionnées. L'état de mes mollets était plus inquiétant. Ils étaient striés de longues raies rouges qui se croisaient comme les fils d'un grillage, et un grand nombre de fines épines y étaient encore plantées. Patiemment, je les arrachai l'une après l'autre entre deux ongles, puis, comme tant de petites blessures me brûlaient, j'allais cueillir quelques plantes. Chacun sait que les plantes des collines cicatrisent rapidement les plaies. Je dus sans doute me tromper de plante, car après une bonne friction avec du thym et du romarin, je ressentis de si vives brûlures que je me mis à danser en poussant des cris de douleur. Pour me réconforter, je mangeai aussitôt la moitié de l'orange, ce qui me fit le plus grand bien. Je tentai alors de monter sur le plateau, mais l'ascension de l'éboulis final fut plus difficile que je ne pensais, et je découvris que les éboulis ont une tendance naturelle à s'ébouler. Lorsque j'arrivai au sommet, en avançant à quatre pattes, je repartais en arrière sur un tapis roulant de cailloux. J'allais désespéré de mon succès final lorsque je découvris une cheminée praticable, un peu étroite pour un homme, mais faite pour moi. J'arrivai enfin sur le plateau. Il était immense et fort pauvrement boisé. Toujours des kermesses, des romarins, des gades, du thym, de la rue, des lavandes. Toujours les petits pins au tronc noué, penchés dans le sens du Mistral, et les grandes dalles de pierre bleue. Je fis le tour de l'horizon. J'étais entouré de collines, cernées elles-mêmes par un cercle lointain de montagnes que je ne connaissais pas. La situation était grave. Je décidai qu'il fallait d'abord m'orienter. Mon père m'avait dit 100 fois: si tu regardes le levant, bien en face, le couchant est derrière toi. À ta gauche, tu as le nord, à ta droite, le midi. C'est simple comme un bonjour. Et oui, très simple. Mais où était le levant? Je regardais le soleil. Il avait quitté le milieu du ciel, et comme je savais que midi était passé, je fus assez content d'avoir découvert le couchant. Je lui tournai donc le dos, j'étendis les bras et j'affirmai à haute voix: à ma droite, le midi, à ma gauche, le nord. Après quoi, je m'aperçus que, faute d'un point de repère, cette merveilleuse connaissance ne pouvait me servir à rien. Dans quelle direction était ma maison? Ces maudits ravins m'avaient fait faire un grand nombre de détours. Je fus absolument découragé, et d'un découragement si profond et si désespéré que je décidai de jouer à autre chose. Je commençai par lancer des pierres à la façon des bergers, en frappant mon poignet contre ma hanche. Sur ce plateau, il y avait un choix merveilleux de cailloux minces, parfaitement plats et de toutes les dimensions. Ils filaient dans les airs en tournant sur eux-mêmes avec une aisance prodigieuse. À mesure que je mettais au point ma technique, ils volaient de plus en plus loin. Le 10e frappa un gade, d'où surgit un admirable lézard vert qui était aussi long que mon bras. Il fila comme une longue émeraude et disparut dans un bouquet de genévriers. Je courus, une pierre dans chaque main. Pour effrayer le lézard, je lançai la première. Au même instant, je vis jaillir de la verdure compacte une extraordinaire créature,
si bien qu'au sommet, les cercles diminués à chaque étage finissaient par se rejoindre. Le dernier laissait un vide grand comme une assiette qui était couvert d'une belle pierre plate. La vue de ce refuge me rappela ma triste situation. Le soleil descendait vers l'horizon et cette hutte de berger me sauverait peut-être la vie. Je n'y entrai pas tout de suite. Chacun sait que dans la prairie, une cabane abandonnée cache parfois le sioux ou l'apache, dont le tomahawk est dressé dans l'ombre, prêt à fendre le crâne du voyageur trop confiant. D'autre part, je pouvais y trouver un serpent, des araignées venimeuses ou le scorpion géant des sables qui vous saute au visage en sifflant. À travers le trou qui servait d'entrée, je plongeai un rameau de pin que j'agitais dans tous les sens en proférant quelques menaces. Le silence me répondit. Avisant d'une meurtrière, j'examinai l'intérieur. Il n'y avait rien, si ce n'est une couche d'herbe sèche sur laquelle un chasseur avait dû dormir. Je me glissai dans la hutte, que je trouvais fraîche et sûre. Là, du moins, je pourrais passer la nuit à l'abri des fauves nocturnes, tels que le puma ou le léopard, mais je constatai avec inquiétude que le trou d'entrée n'avait pas de porte. J'eus aussitôt l'idée de réunir un bon nombre de pierres plates et de le boucher par un petit mur quand l'heure serait venue de me réfugier dans ma forteresse. J'abandonnai donc mon rôle de trappeur et mon astuce de Comanche, et j'eus aussitôt la courageuse patience de Robinson. Première déconvenue. Il n'y avait pas une seule pierre plate autour de la hutte. Où donc le berger avait-il trouvé celle qui lui avait servi? Je compris dans un éclair de génie qu'il les avait prises là où il n'en restait plus. Je n'avais qu'à chercher plus loin, ce que je fis avec succès. Pendant que je transportais ces matériaux qui m'écorchaient les mains, je pensais, pour le moment, personne n'a d'inquiétude. Les chasseurs me croient à la maison et ma mère me croit avec eux. Quand ils vont rentrer, quelle catastrophe! Maman va peut-être s'évanouir. En tout cas, elle va pleurer. Sur quoi je me mis à pleurer moi-même, tout en serrant sur mon ventre écrasé une pierre parfaitement plate, mais qui pesait autant que moi. J'aurais bien voulu, comme Robinson, adresser au ciel une fervente prière pour obtenir l'appui de la Providence. Mais les prières, je n'en savais pas. Et puis la Providence, qui n'existe pas mais qui sait tout, n'avait que fort peu de raisons de s'intéresser à moi. Cependant, j'avais entendu dire « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je pensais donc que mon courage valait une prière, et je continuai tout en pleurant mes transports. Ce qui est sûr, pensai-je, c'est qu'ils vont se mettre à ma recherche. Ils alerteront les paysans, et quand la nuit sera tombée, je vais voir monter vers moi un long rang de torches de bois résineux. Ce qu'il faudrait, ce serait que je puisse allumer un feu sur le plus haut rocher de la montagne. Par malheur, je n'avais pas d'allumette. Quant au procédé indien, qui réussit sans la moindre difficulté à faire flamber de la mousse sèche par le simple frottement de 2 morceaux de bois, j'avais essayé plusieurs fois de le mettre en pratique. Même avec l'aide de Paul, qui s'époumonait à souffler, je n'avais jamais pu obtenir la moindre étincelle. J'avais considéré mon insuccès comme définitif, parce que dû au manque d'un bois spécialement américain ou d'une espèce particulière de mousse. La nuit serait donc noire et terrible, peut-être la dernière de ma vie. Voilà où m'avait mené ma désobéissance.
désespérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il m'en avait longuement expliqué le sens et m'avait dit que c'était la plus belle phrase de la langue française. Je la répétai plusieurs fois et comme par formule magique, je sentis que je devenais un petit homme. J'eus honte d'avoir pleuré, honte d'avoir désespéré. Je m'étais perdu dans la colline, la belle affaire. Depuis mon départ de la maison, j'avais presque toujours monté des pentes assez raides. Je n'avais qu'à redescendre, et je trouverais certainement un village, ou du moins une route civilisée. Je mangeai gravement la seconde moitié de l'orange, puis, les mollets brûlants et les pieds meurtris, je m'élançai au pas de course sur la faible pente du plateau. Je me répétai la phrase magique, et je bondissais par-dessus les cadres et les genévriers. Sur ma droite, le soleil commençait à rougeoyer derrière des écharpes de nuages, comme sur les boîtes de confiserie que donnent les tantes à la Noël. Je courus ainsi plus d'un quart d'heure, d'abord léger comme une gerboise, puis comme une chèvre, puis comme un veau, et je m'arrêtai pour reprendre haleine. En me retournant, je constatai que j'avais parcouru au moins 1 kilomètre et que je ne voyais plus les 3 ravins engloutis dans l'immense plateau. En revanche, du côté du couchant, il me sembla distinguer la rive opposée du vallon. Je m'approchai d'un pas de promeneur pour économiser mes forces avant de reprendre ma course. Oui, c'était bien un vallon qui se creusait à mesure que je m'approchais. Peut-être était-ce celui du matin. Les 2 mains en avant, j'écartai les térébintes et les genêts qui étaient aussi grands que moi. J'étais encore à 50 pas du bord de la barre lorsqu'une détonation retentit, puis 2 secondes plus tard, une autre. Le son venait d'en bas. Je m'élançai, bouleversé de joie lorsqu'un vol de très gros oiseaux, jaillissant du vallon, piqua droit sur moi. Mais le chef de la troupe chavira soudain, ferma ses ailes et, traversant un grand genévrier, vint frapper lourdement le sol. Je me penchai pour le saisir quand je fus à demi assommé par un choc violent qui me jeta sur les genoux. Un autre oiseau venait de me tomber sur le crâne et je fus un instant ébloui. Je frottai vigoureusement ma tête bourdonnante et je vis ma main rouge de sang. Je crus que c'était le mien et j'allais fondre en larmes lorsque je constatai que les volatiles étaient eux-mêmes ensanglantés, ce qui me rassura aussitôt. Je les pris tous deux par les pattes, qui tremblaient encore du frémissement de l'agonie. C'étaient des perdrix, mais leur poids me surprit. Elles étaient aussi grandes que des coqs de basse-cour, et j'avais beau hausser les bras, leur bec rouge touchait encore le gravier. Alors mon cœur sauta dans ma poitrine. Des partavelles, des perdrix royales, je les emportai vers le bord de la barre. C'était peut-être un doublé de l'oncle Jules, mais même si ce n'était pas lui, le chasseur qui devait les chercher me ferait sûrement grand accueil et me ramènerait à la maison. J'étais sauvé. Comme je traversais péniblement un fourré d'Argeras, j'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. C'était celle de l'oncle Jules, voix du salut, voix de la providence. À travers les branches, je le vis. Le vallon, assez large et peu boisé, n'était pas très profond. L'oncle Jules venait de la rive d'en face, et il criait, sur un ton de mauvaise humeur. « Mais non, Joseph, mais non, il ne fallait pas tirer, elle venait vers moi,
fusils pour rien qui les ont détournés. J'entendis alors la voix de mon père, que je ne pouvais pas voir car il devait être sous la barre. J'étais à bonne portée, et je crois bien que j'en ai touché une. Allons donc, répliqua l'oncle Jules avec mépris. Vous auriez pu peut-être en toucher une si vous les aviez laissées passer, mais vous avez eu la prétention de faire le coup du roi et en doubler. Vous en avez déjà manqué un ce matin sur des perdrix qui voulaient se suicider, et vous l'essayez encore sur des Partavelles, et des Partavelles qui venaient vers moi. J'avoue que je me suis un peu pressé, dit mon père d'une voix coupable, mais pourtant, dit l'oncle d'un ton tranchant, vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-volants, avec un arrosoir qui couvrirait un drap de lit. Le plus triste, c'est que cette occasion unique, nous ne la retrouverons jamais, et si vous m'aviez laissé faire, elle serait dans notre carnier. Je le reconnais, j'ai eu tort, dit mon père. Pourtant, j'ai vu voler des plumes. Moi aussi, ricana l'oncle Jules, j'ai vu voler de belles plumes qui emportaient les Partavelles à 60 à l'heure jusqu'en haut de la barre, où elles doivent se foutre de nous. Je m'étais approché et je voyais le pauvre Joseph, sous sa casquette de travers, qui mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon et, le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces. Il les a tués, toutes les deux, il les a tués. Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. Le porteur d'une bonne nouvelle, fût-il un criminel, n'est jamais mal reçu. Mon père me regardait d'en bas avec un radieux sourire. Il ne dit pas autre chose que toutes les deux, Jules, toutes les deux. Puis, prenant soudain conscience de la situation, il s'écria: Qu'est-ce que tu fais là? Mais sa voix n'exprimait qu'une surprise heureuse. Je lançai les oiseaux l'un après l'autre au pied du vainqueur, et je me laissai glisser dans une cheminée. En touchant le sol du vallon, je fis un petit bond de côté, car une grêle de cailloux m'avait suivi. Cependant, mon père admirait ces oiseaux, et d'une main tremblante, il cherchait la place des coups mortels. L'oncle Jules me demanda sévèrement: Qu'est-ce que tu faisais si loin de la maison, à 6 heures du soir? Tu ne sais pas que tu pouvais te perdre? Et justement, je me suis perdu, dis-je. Je vais tout vous raconter, mais d'abord, il faut me faire boire. Je meurs de soif depuis ce matin. Comment? S'écria mon père. Tu n'as pas déjeuné à la maison? Non, je vous ai suivi de loin. Je t'expliquerai, mais fais-moi boire. J'ai la langue gonflée, ça m'empêche de parler. Il n'y a plus que du vin blanc, dit l'oncle, et il remplit un petit gobelet. Juste une gorgée, dit mon père. Tu boiras à la maison. J'obéis, puis je racontai mon odyssée. Je leur appris avec fierté que c'était moi qui leur avais rabattu les premières perdrix. J'avais compris, dit l'oncle, qu'il y avait quelqu'un là-haut, mais je croyais que c'était un chasseur. Ta désobéissance nous a donc servi à quelque chose. Je ne t'approuve pas, mais je dois le reconnaître. Et les Partavelles, dit mon père, qui soufflait dans leurs plumes pour admirer leur chair. Sans lui, nous ne les aurions jamais retrouvés, ni même cherchés. Et moi, je rentrai bredouille
vous aurez attribué les merles, dit généreusement mon oncle. Ce n'aurait été qu'un mensonge. Bah, dit l'oncle Jules, un mensonge de chasseur, ça ne mérite pas d'être avoué en confession. Nous étions assis tous les trois sur de grosses pierres. Qu'est-ce que tu as sur la figure? Demanda brusquement mon père, comme s'il sortait d'un rêve. Ce n'est rien, c'est de la résine. Alors je racontai mon départ silencieux, le billet laissé pour ma mère, mon intention de les rejoindre au puits du Mûrier et le terrible épisode du Condor. Mon oncle rapetissa l'oiseau féroce aux proportions d'un épervier et déclara qu'à l'âge de 10 ans, il en avait tué 2 à coups de pierre. Écœuré, je ne parlais pas de mes craintes, de ma solitude, ni de mon désespoir, et je décidai de réserver ce récit pathétique à ma sensible mère et à Paul l'attentif. D'ailleurs, mon père m'écoutait à peine, à cause des Bartavelles. Il essuyait le sang qui coulait de leur bec et lissait les longues plumes rouges. L'oncle se leva soudain. Mon cher Joseph, dit-il, je crois qu'il est temps de rentrer. Pour ce premier jour, j'en ai plein les pattes. Moi aussi, j'en avais plein les pattes, et j'eus de la peine à me mettre debout. Mon père me regarda avec tendresse et caressa mes cheveux. Puis il déchargea son fusil et me le tendit. Prends ça, me dit-il. C'était une grande récompense, et je pris avec respect l'arme triomphale. Il ouvrit ensuite son carnier, qui contenait déjà plusieurs pièces de gibier. Il n'y a pas la place de les mettre là-dedans, décréta-t-il, et puis il serait bien dommage de les abîmer. Avec 2 bouts de ficelle, il les suspendit par le cou à sa cartouchière, l'une à droite, l'autre à gauche. Enfin, il me présenta son dos et se baissa, les mains aux genoux. Grimpe, crapaud. Le grand fusil en bandoulière, je m'installai sur ses épaules. L'oncle Jules passa devant nous, l'œil et l'oreille aux aguets, pour un dernier exploit possible. Peut-être un lièvre, avait-il dit. Je tremblais qu'il ne réussît, car ce lièvre eût terni l'éclat des Bartavelles. Mais on ne vit pas la moindre oreille, et, au moment où je m'y attendais le moins, en sortant d'une pinède, je découvris un peu plus bas le toit de notre maison. Sur le bord du chemin, les oliviers de mes cigales. Je riais de plaisir en tenant à poignée les cheveux bouclés de mon père. Comme nous passions devant l'olivier du Lierre, un très petit sioux en sortit brusquement. Il était couronné de plumes et portait un carquois dans le dos. Il nous tira d'un air farouche 2 coups de pistolet et s'enfuit vers la maison en hurlant. « Maman, ils ont tué des canards !» Sur quoi ma mère et ma tante, qui cousaient sous le figuier, se levèrent et vinrent vers nous, suivis de la bonne, et ce fut notre entrée triomphale. Les 3 femmes poussaient de petites exclamations de joie et d'admiration. Pendant que je descendais du sommet de mon père, Paul, fort adroitement, avait détaché une Bartavelle qu'il porta dans ses bras vers les 3 femmes. Alors la bonne, les mains jointes et les yeux au ciel, s'écria pâmée. « Ô bonne mère, la perdrix du roi !» Cependant, l'oncle Jules jetait à
réjouissait dans leur cœur. Je courus à la glacière, une caisse à savon qui contenait un bloc de glace pour y boire frais. J'y trouvai, à côté de la carafe transpirante, deux compotiers pleins de crème fouettée, et je courus embrasser ma mère, qui insista pour me débarbouiller. Après 4 savonnages, il fallut de l'huile d'olive. Encore me resta-t-il pendant 8 jours, sur la joue droite, une grande tache brunâtre assez répugnante et collante, mais de couleur tout à fait sioux. Puis, ayant vu le triste état de mes mollets, elle m'installa sur une chaise longue, flamba une aiguille au bout d'une allumette et commença à extraire les petites épines qui me chatouillaient cruellement. Tandis que Paul suivait de très près l'opération, en poussant à ma place des cris de douleur, je me laissais faire, inerte et glorieux, comme un guerrier qui revient du combat. Cependant, mon père contait en détail les exploits de l'oncle Jules, son flair de chien de chasse, sa marche silencieuse, la sûreté de son jugement, l'extraordinaire rapidité de son tir et sa meurtrière justesse. L'oncle écoutait devant sa femme ravie et ma mère admirative. Au bout de 5 ou 6 strophes, il fut complètement débartavélisé et il se mit à chanter la gloire de Joseph. Sa nervosité, ses premières maladresses, ses efforts pour se dominer, sa résistance à la fatigue et enfin sa merveilleuse inspiration, couronnement d'une belle journée. Il termina par une phrase qui fit briller les yeux noirs de ma mère. Un coup du roi, doublé sur des perdrix royales, exécuté par un débutant, je peux dire qu'on n'a jamais vu ça. Je voulus parler à mon tour et dire ma propre louange, puisque les chasseurs m'oubliaient. Mais tout à coup, mes yeux se fermèrent, et je sentis que les doigts de ma mère ouvraient ma main, crispée sur le bras de la chaise longue. Puis, elle m'emporta vers la maison. J'essayai de protester au nom de la crème fouettée, mais je n'articulai que de faibles grognements, et la rencontre d'une bondissante gerboise, grande comme un lièvre et toute blanche, m'entraîna en 4 bonds vers les ravins ombreux du sommeil. Le lendemain matin, ma mère, sur un coin de la table de la cuisine, rédigeait la liste des commissions, c'est-à-dire des achats que mon père devait faire au village. « Crapaud, me dit-il, prends ta musette, tu vas venir avec moi. La liste est longue et je serai chargé. Ce n'est pas pour le poids, c'est pour le volume. J'ai l'intention de prendre mon fusil. J'ai repéré un épervier qui tourne souvent au-dessus du poulailler de Madame Toffy. Si nous le voyons ce matin, nous lui dirons 2 mots en passant. » La liste finie, il la lut à haute voix. Cependant, ma mère avait sorti les partavelles du garde-manger et les posa sur la table. « Que veux-tu faire » demanda-t-il d'un air inquiet. « Je vais les plumer et les vider, et nous les retirons ce soir. » Malheureuse, ce n'est pas de la volaille, c'est du gibier. Et quel gibier! Nous ne les mangerons que demain, car aujourd'hui ce serait un crime. D'ailleurs, dit-il, il me vient une idée.
avait pris à la ligne une énorme rascasse. Il avait apporté à l'école une photographie de son exploit. À cette époque, une photographie était un document remarquable qui perpétuait le souvenir de la première enfance, du service militaire, d'un mariage ou d'un voyage à l'étranger. Or, sur une sorte de carte postale, on avait vu M. Arnaud souriant, la poitrine bombée, une gaule dans la main gauche, le bras droit levé vers le ciel et tenant par la queue l'épineux poisson. À table, mon père décrivit ce tableau primordial, et il avait conclu qu'il soit content d'avoir pris une belle pièce, je veux bien l'admettre, mais se faire photographier avec un poisson, quel manque de dignité! De tous les vices, la vanité est décidément le plus ridicule. Il ne l'avait pas dit avec violence, mais avec un sourire de pitié qui avait ruiné mon admiration pour M. Arnaud. C'est pourquoi je considérais que notre visite à Mende et Parpayoun n'avait d'autre but que scientifique. Nous arrivâmes devant la petite ferme basse qu'habitait le célèbre mont. Elle était précédée d'un champ inculte où 2 douzaines d'oliviers, fous de liberté, avaient l'air d'énormes broussailles, car Mont ne les taillait jamais. Il était à cheval sur un banc devant sa porte, sous le mûrier et trempé dans un seau de glu de minces baguettes de bois. Il leva la tête, son épaisse tignasse de cheveux gris se prolongeait en une barbe de crin, blanche d'un côté, mais jaunie de l'autre par un mégot qui pendait au coin de sa bouche. Ses yeux étaient noirs et perçants, ses mains velues marbrées de taches jaunes. Il vit les Partavelles, se leva et s'avança, la bouche entr'ouverte. « Oh, bonne mère !» s'écria-t-il. « Qui c'est qui vous a vendu ça ?» Mon père fit un petit sourire. « Ça ne m'a coûté que 2 coups de fusil. »« Un doublé ?» dit Monde incrédule. « Un doublé de Partavelle ?» ?»« Eh oui, » dit mon père, et du bout de l'index, il lissa sa moustache noire. « Et où ça ?»« Au vallon de Lancelot, juste sous la barre, du côté du passe-temps. » Monde avait pris les 2 oiseaux et les soupesait. « Le plus étonnant, dit-il, c'est que vous les ayez retrouvés. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ces bêtes-là, même mortes en l'air, ça vole encore 500 ou 600 mètres. Le petit était sur la barre, c'est lui qui les a vus tomber. »« Bravo, Pitchounet, me dit Mon. Un de ces jours, je te mènerai chasser avec moi. » Il énonça comme une règle de vie. Quand on n'a pas de chien, il faut avoir des enfants. Alors mon père posa 1000 questions sur les Partavelles, leur origine, leurs mœurs, la difficulté de leur approche, la rapidité de leur vol. De ces questions et des réponses du vieux monde, il ressortit clairement qu'un doublé de Partavelle était un exploit, sinon impossible, du reste très rare, et digne d'un grand fusil. Dès que cette vérité fut établie, nous quittâmes Monde, qui commençait à nous raconter ses propres réussites avec une vanité qui me fit penser à celle de M. Arnaud, et nous descendîmes au village. Mon père remit la liste à l'épicier dans la petite boutique où se trouvaient déjà 5 ou 6 clientes. Mais l'épicier, la liste en main, ne regarda que les volatiles et s'écria « Des coqs de bruyère ?» Mon père le détrompa et lui dit quelques mots sur l'existence et les coutumes des Partavelles. L'épicier proposa de les peser, ce que mon père accepta de bonne grâce. L'opération eut lieu sous les yeux des commères assemblés. La
plus grosse atteignait 1530 grammes, l'autre 1260, car l'épicier voulut de la précision. Une vieille dame proprette, c'était la bonne de monsieur le curé, conseilla de les bourrer de pèbre d'ail avant de les mettre à la broche et de ne pas les rapprocher du feu dès le début de l'opération. Le tourne-broche ne devait s'avancer que par étapes, 3 au minimum. Pour le prix de ces précieux conseils, elle demanda la permission de prendre une plume de la queue, qui fut ainsi volée à la coiffure d'un chef Pawnee, et tous les nouveaux arrivants regardaient avec respect le chasseur capable d'un si beau meurtre. Nous laissâmes la liste à l'épicier, qui se chargea de tout préparer, et mon père me dit « Il faut que j'interroge monsieur Vincent ». Monsieur Vincent était archiviste à la préfecture, et c'était un ami de l'oncle Jules. Il passait ses vacances au village où il était né. Mais dans la rue, nous rencontrâmes le facteur, qui chassait lui-même sur les terres d'Aloche. C'est lui qui nous arrêta, et je fus tout surpris de le voir masser le cou des Bartavelle entre son pouce et son index. Entre nous, dit-il à mi-voix, vous les avez pris au piège. Jamais de la vie, dit mon père, c'est un doublé que j'ai eu la chance de réussir au coup du roi. Mais le facteur était jaloux de la chasse et tâtait toujours le coup des volatiles dans l'espoir d'y découvrir quelques fractures. Alors mon père, soufflant à rebrousse-plume, lui montra les mortelles blessures qu'il examina d'un air soupçonneux. Il fallut ensuite lui dire le calibre du fusil, le numéro des plombs, la distance, l'heure et le lieu. Enfin, il triompha de sa jalousie et consentit à homologuer l'exploit. Monsieur, dit-il, je vous tire mon képi. Ces bêtes-là, je les poursuis depuis 2 ans. J'y ai tiré 5 fois et je n'en ai eu que 4 plumes. Permettez-moi de vous serrer la main. En arrivant sur la placette, nous tombâmes sur monsieur le curé. Il lisait son bréviaire près de la fontaine, tout en attendant, au son de sa cruche, qu'elle déborda. L'arrivée de notre groupe lui fit lever la tête, et comme ces gens profitent de tout, il fit à mon père un beau sourire et dit d'une voix agréable « Monsieur, si ces perdrix royales ne viennent pas de quelque marchand, permettez-moi de vous faire mon compliment. » C'était la première fois que je voyais mon père en face de l'ennemi sournois. À ma grande surprise, il lui répondit fort poliment. « Elles viennent du vallon de Lancelot, monsieur le curé. » « J'en ai rarement vu d'aussi belles, dit monsieur le curé, et j'incline à penser que le grand Saint-Hubert était avec vous. Le grand Saint-Hubert et mon calibre 12. Et aussi votre adresse, dit monsieur le curé. Vous avez là un vieux mâle et une poule de 2 ans. Mon père était un grand chasseur, et c'est pourquoi je m'y connais assez bien. Cette perdrix n'est pas la Cacabis rufa, qui est beaucoup plus petite, c'est la Cacabis saxatilis, c'est-à-dire la perdrix des roches, qu'on appelle aussi la perdrix grecque, et en Provence, la Bartavelle. D'où vient ce nom? Demanda mon père. Eh bien, dit le prêtre, je vais vous paraître bien savant, mais je dois vous avouer que mon érudition est de fraîche date. Un paysan m'ayant parlé hier de Bartavelle, j'ai eu la curiosité de chercher l'étymologie du mot, et j'en suis heureux puisque cette question vous intéresse. Mon dictionnaire dit que c'est un mot français dérivé d'un vieux mot de provençal, Bartavello, qui signifie une serrure grossière. L'oiseau serait ainsi nommé à cause de son cri, qui est, paraît
s'il me dit quelque chose d'intéressant, j'aurai plaisir à vous le faire savoir. Excusez-moi, ma cruche est pleine, et la cloche m'appelle. Il souleva fort poliment sa barrette, mon père souleva sa casquette, monsieur le curé prit sa cruche et s'en alla. Nous allâmes chez monsieur Vincent. On nous répondit qu'il était en ville et qu'il ne rentrerait que le lendemain. Cependant, mon père le rechercha dans tout le village et il alla même au cercle pour demander aux joueurs de boules s'ils ne l'avaient pas vu. Mais ils virent les Partavelles qu'on ne songea pas à leur cacher. Ils en interrompirent leur partie, ils admirèrent, soupesèrent et posèrent 100 questions. Mon père fit 200 réponses et leur apprit qu'il ne s'agissait nullement de la Cacabis rufa, mais saxatilis. Enfin, il voulut bien, à la demande générale, exécuter une démonstration du coup du roi en insistant sur le fait qu'il fallait garder le canon choc pour le second coup. Ces explications techniques, qui auraient pu durer jusqu'au soir, furent heureusement appelées par l'horloge de l'église, qui sonna midi dans les airs. Comme nous allions chercher nos musettes chez l'épicier, nous rencontrâmes encore une fois monsieur le curé. Il portait un appareil photographique qui avait la forme, les dimensions et l'élégance d'un pavé. Il s'avança tout souriant et dit « Si cela ne vous dérange pas, je voudrais bien conserver un souvenir de cette admirable réussite. » Un coup de chance, dit mon père modestement, ne mérite peut-être pas un si grand honneur. Mais si, je me ferai un plaisir de vous envoyer un tirage de cette image, qui sera un souvenir agréable des grandes vacances de cette année. Mon père se prêta docilement aux exigences du photographe. Il me montra qu'il en souffrait, mais qu'il n'osait pas être impoli. Il posa donc à terre la crosse de son fusil, appuya la main gauche sur le bout du canon, et de son bras droit, il entoura mes épaules. Monsieur le curé nous regarda un instant, les yeux clignés. Puis il s'avança et fit tourner les Partavelles, toujours pendus à la cartouchière, pour mettre en évidence leur ventre moucheté. Enfin, il recula de 4 pas, appliqua l'appareil sur sa ceinture, baissa la tête et s'écria « Ne bougeons plus !» J'entendis un déclic aussi fort que celui d'une serrure, et monsieur le curé compta 1, 2, 3, merci. Nous habitons au Pélimont, dit mon père, à la Bastide-Neuve. Je sais, dit monsieur le curé. Puis il ajouta, sur un ton un peu pathétique, comme je n'ai pas l'occasion de vous voir souvent, je confierai le tirage que je vous destine à monsieur votre beau-frère, qui est le plus éminent de nos paroissiens. Au revoir, et encore une fois, tous mes compliments. Il s'en alla, poli, amical, souriant, si sympathique que j'avais envie de le suivre, ce qui me fit comprendre quel danger ces fausses apparences représentaient pour la société. Quand nous eûmes tourné le coin de la place, mon père me dit « Nous sommes dans un petit village. Il eût été maladroit de refuser. C'était peut-être ce qu'il espérait pour nous accuser ensuite de sectarisme. Mais nous avons été plus malins que lui. Nous reprîmes d'un bon pas le chemin montant du retour. Les oiseaux dansaient toujours à la ceinture de mon père, et comme ils étaient pendus par le cou, je lui dis qu'il avait tué des Partavelles, mais que nous finirions par manger des cygnes. On les mit à la broche le lendemain. Ce fut un repas historique et presque solennel. Il fut marqué cependant
incident pénible. L'oncle Jules, dont l'appétit paysan faisait l'admiration de la famille, se cassa une dent en porcelaine sur un plomb numéro 7, resté invisible dans la tendresse d'un groupion. Mais il retrouva un beau sourire lorsque mon père déclara que le curé du village était un savant et, de plus, un homme fort sympathique dont la conversation l'avait charmé. Le lendemain, comme nous partions pour la chasse, je vis que, renonçant à sa casquette, il avait mis un vieux chapeau de feutre marron, à cause, dit-il, du soleil qui parfois, en traversant les lunettes, l'éblouissait. Mais je remarquai, sans rien dire, que la coiffe du feutre était entourée d'un ruban qu'on ne trouve pas sur une casquette, et que dans ce ruban étaient fichées deux jolies plumes rouges, symbole et souvenir du coup du roi. Depuis ce jour-là, au village, quand on parlait de mon père, on disait « Vous savez bien, ce monsieur des Bélions, celui qui a la grosse moustache. Non, l'autre, le chasseur, celui des Bartavel. » Le dimanche suivant, comme l'oncle revenait de la messe, il tira de sa poche une enveloppe jaune. « Voilà, dit-il, de la part de monsieur le curé. » Toute la famille accourut. L'enveloppe contenait 3 épreuves de notre photographie. C'était une réussite. Les Bartavel étaient énormes, et Joseph brillait dans toute sa gloire. Il ne montrait ni surprise ni vanité, mais la tranquillité assurante d'un chasseur blasé à son 100e doublé de Bartavel. Pour moi, le soleil m'avait imposé une petite grimace, que je ne trouvais pas jolie, mais ma mère et ma tante y virent un charme de plus, et chantèrent longuement leur admiration totale. Quant à l'oncle Jules, il dit gentiment « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mon cher Joseph, j'aimerais bien garder la 3e épreuve, car monsieur le curé m'a dit qu'il l'avait tirée à mon intention. » « Si cette bagatelle peut vous faire plaisir, dit mon père. »« Oh oui, dit tante Rose avec enthousiasme, je la ferai mettre sous verre et nous la placerons dans la salle à manger. » Je fus fier à la pensée que nous serions éclairés tous les soirs par la luxueuse lumière du gaz. Quant au cher Joseph, il ne montrait aucune confusion. Le menton de ma mère appuyé sur son épaule, il regarda longuement l'image de son apothéose, tout en justifiant la durée de cet examen par des considérations techniques. Il nous apprit d'abord que c'était du papier nitrate d'argent, et que ce nitrate a la propriété singulière de noircir quand il est touché par la lumière. Puis, tenant l'image à bout de bras, il déclara que l'éclairage était excellent, quoique la hauteur du soleil de midi lui eût un peu allongé le nez, ce qui n'avait d'ailleurs aucune espèce d'importance. Ensuite, quittant ses lunettes, il examina la photographie de très près, sous tous les angles, et il proclama que la mise au point était parfaite, ce qui prouvait que monsieur le curé connaissait fort bien son affaire. Enfin, en me caressant les cheveux, il déclara « Puisque nous avons 2 épreuves, j'ai bien envie d'en envoyer une à mon père pour lui montrer comme Marcel a grandi. » Le petit Paul battit des mains, et moi j'éclatai de rire. Oui, il était tout fier de son exploit. Oui, il enverrait une épreuve à son père, et il montrerait l'autre à toute l'école, comme avait fait monsieur Arnaud. Je
je chantai la farandole et je me mis à danser au soleil. C'est sur cette phrase que se termine le roman de Marcel Pagnol. J'espère que ça vous a plu. J'imagine que beaucoup d'entre vous doivent déjà dormir, alors je vous souhaite